Bonjour à toutes et à tous, merci de choisir Sport FM, la référence sportive. Nouvelle semaine, nouvelle aventure. Dingue de Sport vous retrouve pour une nouvelle semaine. L'actualité, c'est l'élection d'Amadou Ouattara Moukaïlou comme nouveau président d'Agaza Football Club. L'homme est élu pour 4 ans. Il dirige un bureau de 13 membres. 4e journée des éliminatoires de la CAN Cameroun 2019. Le Togo en terre gambienne pour y affronter les Scorpions de Tom Saint-Fit à Banjul. Le match a lieu demain à partir de 16h30 temps universel dans le même groupe. Vous le savez, dans le même groupe D, les Écureuils du Bénin reçoivent les Fennecs d'Algérie. Nous faisons le point. Dingue de Sport invite Latif Yorouma, Angelo Foliko et Kelly Akweso, tous de la maison. Nous n'oublions pas et l'homme à Dovon qui se charge de la vidéo de cette émission, une vidéo que vous pourrez retrouver sur le www.radiosportfmtg.com. Dingue de Sport, mise en onde au Théo à Javon, je suis Franck Nounyama. Et merci de porter votre choix sur la référence sportive. Vous savez que le Togo a un match compliqué, décisif demain en terre gambienne contre les Scorpions de Tom Saint-Fit. Il faudra gagner pour rester en vie dans le groupe B du Togo. Tout autre résultat compliquerait la vie, ou peut-être ce sera un miracle de voir le Togo à la CAN Cameroun 2019 en juin prochain. Angelo Foliko, bonjour. Bonjour Franck, bonjour à tous. Kelly Akweso, merci d'être là. Bonjour Franck, bonjour à tous les auditeurs. Latif Yorouma, bonne arrivée. Bonjour Franck, bonjour à tous les auditeurs. Très bien, avant de parler du match de demain, on va replonger un tout petit peu dans ce qui s'est passé vendredi dernier au stade municipal de Lomé avec ce nul, on va dire encombrant. S'il y a un mot qu'on peut trouver, on va le sortir. C'est très compliqué pour le Togo. Après ce nul d'un partout contre la Gambie de Tom Saint-Fit, c'est vrai, il y avait la pluie. C'était dans des conditions, on va dire, très difficiles. L'entraîneur parlait de lac. On verra bien. Alors, on va faire un retour sur ce match-là. Et au sortir de cette rencontre, la dernière fois, Tom Saint-Fit a bien voulu réagir. Nous l'écoutons. On doit récupérer pour le deuxième match, c'est pas facile, mais nous sommes prêts pour le deuxième match à l'intérieur. Mais pour moi, je dois dire aussi merci pour tout le monde au Togo. Les derniers 3 jours, c'est un plaisir pour moi, c'est mon maison un peu. Les spectateurs, aujourd'hui aussi, c'est fantastique. Je suis content avec un bon résultat. Avant le match, j'ai signé directement pour un match nul. Mais naturellement, quand tu es 70 minutes, 1-0 pour nous, c'est difficile après d'apprécier le match nul. Parce qu'on sait que c'est peut-être 10 minutes, 5-7 minutes pour gagner ce match. Mais on doit être content. Et au début, on a dit à l'intérieur, on doit gagner ce match. Vous avez vu notre match contre l'Algérie. 40 000 spectateurs, les Gambiens aiment le football, aiment l'équipe nationale et ça veut être un match très difficile pour Togo. Je suis content, pour moi c'est dans notre plan et on va gagner maintenant à domicile. Voilà, gagner à domicile, on va y revenir, mais Angelo Foliko, est-ce qu'on peut dire déjà que Tom Saint-Fit a réussi un coup à Lomé? Oui, affirmatif, il a réussi un coup, sachant très bien que la Gambie n'a pas le coffre des éperviers du Togo, la Gambie n'a pas de statut de mondialiste, la Gambie n'a jamais participé à une CAN de football, et donc cette équipe de Gambie était arrivée pour faire un coup, et le match nul est synonyme d'un coup réussi. La dernière fois, on a vu une équipe athlétique qui était bien en place, qui ne se précipitait pas, qui était dans, certes, un round d'observation pendant les 10-15 premières minutes, sauf que le but gambien est arrivé déjà à la 7e minute grâce à Hassan Cissé, ce joueur même, dont on parlait il y a peu avant ce début de partie, une frappe lourde qui est partie surprendre Bassa Djeri Sabirou. Juste derrière, on a vu un semblant de réaction, on a vu une équipe, c'est vrai, qui circulait le ballon, sauf qu'on avait du mal à percuter. Voilà pourquoi Gilles Sounou, lui, dans son couloir, a réussi plus d'une fois à percuter, à passer dans son couloir. Sauf que les centres ne trouvaient pas de preneur. On a également essayé le couloir de Mathieu Dosevi. Il a également essayé, sauf que sur les deuxièmes ballons, on est absent. Maintenant, la deuxième période, on sait tout ce qui s'est passé. Le climat qui n'était pas forcément favorable. Oui, il y avait une pelouse très trempée, mais quand même, il faut également saluer le premier but sous les couleurs des éperviers de Kevin Denke et on a vu comment il a célébré.
ce qui a quand même été étonnant, on a l'impression que cette pluie-là a douché tout le monde. Les spectateurs avaient froid, notamment. Ils étaient plus en verve, à moins que les groupes de supporters, eux, continuaient à taper dans les tambours et dans leurs mains. Mais au-delà de ça, sur le plan tactique, je pense que la Gambie a fait son match. Elle a complètement désorienté l'équipe de Claude Leroy. Je pense que n'eût été cette action individuelle de Kevin Denke, sincèrement parlant, on se dirigeait vers une défaite. Et ce qui serait même catastrophique pour les éperviers. En tout cas, Latifi Rouma, est-ce qu'on peut dire que vendredi dernier, l'avantage des Gambiens, c'est d'avoir marqué le but avant le début de l'intempérie? Bon, oui, c'est souvent bien de marquer en début de partie, parce que lorsque vous marquez en début de partie, vous désorientez l'adversaire. Bon, maintenant, l'intempérie n'était pas arrivée seulement pour le Togo, c'était pour les deux sélections. Et donc, même si c'était dans un lac, les deux formations jouaient dans le même lac. Il n'y avait pas de parapluie sur les Gambiens et un ciel totalement ouvert, abandonné à la pluie pour les éperviers. Donc c'était une nature qui a gêné tout le monde, même les supporters, les spectateurs, tout le monde, la nature a gêné tout le monde. Et donc ces excuses-là ne font pas véritablement route. On aurait pu faire un meilleur football s'il n'y avait pas la pluie. Oui, mais les Gambiens avaient déjà l'avantage, donc oui, ils pouvaient défendre. Mais lorsque vous voyez la façon de jouer de la formation gambienne, parce qu'avec la pluie, les Gambiens n'arrivaient plus à courir. Parce que là, ils avaient une façon de jouer. Ils balançaient sur un attaquant ou bien deux attaquants et ceux-ci prennent en toute vitesse la défense togolaise. Et c'est sûr quand même une occasion comme cela qu'ils ont marqué. Et donc avec la pluie, les Gambiens n'arrivaient plus à jouer. Moi je dis que la pluie est venue gâter tout pour tout le monde, pas seulement pour le Togo. Et lorsque vous voyez également le schéma, parce que Claude a dit il a joué pour commencer le match en 4-2-4. Lorsque vous jouez en 4-2-4 avec une équipe qui oppose un schéma d'un 4-5-1, ça voudrait dire que même le milieu du terrain togolais est bouffé. Parce que là, il y aura 4 défenseurs contre 4 attaquants. On sait que c'est compliqué. Il faut quand même 2 défenseurs pour un seul attaquant. Mais là, il y aura 4 attaquants togolais contre 4 défenseurs gambiens. Ça devait être compliqué pour les Gambiens. Mais là, au milieu du terrain, lorsqu'on laisse Achou, Franco et Atakora là où il est seul parce qu'il a dit qu'il a joué pour commencer en 4-2-4. Moi, je dis que lorsque vous avez une équipe qui balance, ça veut dire que lorsqu'on saute le premier rideau offensif togolais, les Gambiens vont créer le surnombre. Et on a vu, à la toute première perte de balle de James Oloufade, on a vu comment ça s'est passé. Et donc, je crois véritablement que c'est un schéma togolais qui n'a pas forcément gagné. On sait que Tom Saint-Fit arrive à s'adapter. C'est lui qui a apporté dans le nid épervier un schéma à 4-2-3-1. C'est avec Tom Saint-Fit que le Togo a commencé par exemple à jouer dans ce schéma-là, dans ce registre. Donc il a roulé son équipe par rapport à tout ce qui se passait. Mais ça n'a pas été véritablement le cas. Maintenant, lorsque vous prenez également les changements qui sont survenus dans le match, vous allez voir que le côté gauche était le côté le plus dangereux, le côté togolais, c'est-à-dire James Oloufade, oui, il a commis une erreur qui nous a coûté un but, mais c'était le latéral qui montait plus. Il fait justement jouer Gilles Sounou dans le couloir gauche, alors que Steve Lawson, il tenait bien, d'accord, son couloir droit, mais n'arrivait pas à créer le surnombre. Et il y avait Mathieu de Séville qui se plaignait et même qui quittait sa zone, il allait de l'autre côté, il dézonnait. Mais là, qu'est-ce que Claude a fait à la reprise? Il a cassé totalement le côté gauche. Il a cassé en quoi faisant? D'abord, il a sorti James, il a fait venir Clown McLibert, qui n'a pas été ridicule, mais n'a pas été aussi exceptionnel. Et il a cassé en plus le couloir en sortant Gilles Sounou. Il a sorti. Et donc, malheureusement, ça n'a pas été. Angelo a parlé des deuxièmes ballons. On était sur les deuxièmes ballons. La seule fois où on a été sur le deuxième ballon, on a marqué le but de Kevin Denke, c'est sur un deuxième ballon. C'est-à-dire qu'on a balancé le et puis pas la reprise instantanée. On n'était pas sur le deuxième ballon. Et donc, moi, je crois véritablement que c'est tactiquement qu'on a pêché parce qu'il y avait un schéma tactique qui est là, le 4-5-1, rigide.
c'est à nous de déjouer les plans de Tom Saintfiet. Je sais que quand Claude a commencé à coacher, je ne sais pas si Tom était déjà de ce monde, mais là, ces élèves continuent quand même de le bouffer, de le déranger. Malheureusement, on est là pour constater les limites véritablement de notre entraîneur. On va donner la parole à Claude Leroy aussi, qui, à la fin de ce nul d'un but partout face à la Gambie, a parlé aux journalistes. Un 4-2-4 ou 4-2-3-1 très simple avec une défense habituelle, deux milieux essuie-glace, Franco et Lalaouele, deux joueurs extérieurs, Gilles Sounou et Mathieu, et deux joueurs axiaux, un en soutien de l'autre, Floyd Haïté en soutien de Fodo. Enfin, on ne peut plus classique dans la façon de jouer depuis toujours. Mais après, parler d'un choix tactique, quand on offre un premier but à l'adversaire et qu'après on joue dans un lac, vu notre façon de jouer, vous avez vu qu'en deuxième mi-temps, on était obligé de balancer. C'est pour ça que j'ai mis un peu plus de force dans le domaine aérien avec Péniel, Mlapin, et quelqu'un est prêt à récupérer les ballons avec une bonne frappe de balle comme Kevin, mais c'est pas, on a joué contre nature, c'est pas le football que moi je revendique. C'est-à-dire que c'est très compliqué de jouer au foot. Déjà sur le terrain, je vous en ai souvent parlé, on va pas revenir là-dessus. Face à une équipe qui cherche à prendre en compte, on le savait, qui joue derrière. Et encore, ils ont joué presque un petit peu moins derrière que contre l'Algérie, où ils avaient joué à 9 dans leurs 30 mètres. Que vous dire d'autre, ceux qui sont rentrés ont tout donné. Moi, j'ai absolument rien à reprocher aux joueurs qui ont donné tout ce qu'ils pouvaient donner dans des conditions très difficiles. Maintenant, il reste 3 matchs à jouer. Je peux vous dire que ça n'est pas fini. Je me suis qualifié une fois pour une Coupe d'Afrique en perdant 2 matchs à domicile. Donc, ce sont des choses qu'on connaît. Et malgré ça, on s'était qualifié. Je suis de meilleur deuxième aussi. Voilà, Claude Leroy, au sortir de ce match-là, oui, il garde en tout cas cette confiance-là pour une qualification peut-être pour la CAN Cameroun 2019. Vous êtes d'accord avec lui? Non, moi je pense pas, parce que là, c'est vrai, on ne peut pas aller à une guerre et prétendre perdre la guerre. Donc je crois quand même qu'il est en train de faire de la communication tout simplement par rapport aux adversaires qu'il va aller rencontrer du côté de Banjul. Mais là, c'est très très compliqué d'aller faire un résultat de ce côté, parce que là, il fallait gagner le match contre le Bénin à domicile ici, être tranquille contre cette équipe de la Gambie. On n'a pas su le faire. Maintenant, la Gambie est venue, on n'a pas su battre cette équipe. C'est pas à l'extérieur maintenant que nous allons penser avoir un résultat. C'est vrai, on est en football. On est en football. Exactement, on est en football, tout peut arriver, mais ça dépend aussi de la manière dont on prépare les choses. Ça dépend de l'effectif qu'on a sous la main pour pouvoir aller faire quelque chose de potable du côté de la Gambie. Et voilà, tactiquement, on a des lacunes véritablement. Quand on veut évoluer dans un système donné, il faut aussi avoir les joueurs qu'il faut pour ce système-là. Jouer avec le deuxième système pour lequel il a opté la deuxième fois, le 4-2-3-1. C'est pas avec les joueurs là qu'on évolue dans un système pareil. Quand il parle de 2 joueurs en essuie-glace, il faut 2 véritables récupérateurs. Et c'était pas le cas la dernière fois avec l'équipe du Togo qui s'est retrouvée avec Atakora au milieu de terrain. Il est en train de se débrouiller à ce poste-là. C'est pas son poste de prédilection. Je crois quand même qu'avec 5 milieux de terrain pour l'équipe de la Gambie, on aurait pu évoluer en 4-4-2 pour essayer donc de compenser ce vide-là qui était au milieu de terrain, dont cette équipe de la Gambie a justement profité pour nous faire mal la dernière fois. Il faut également se pencher un peu plus sur la défense togolaise. À un moment donné, je crois que il faut que Claude Leroy donne de la voix, parce que c'était trop facile cette erreur de James Olfade, puis la faute de main également de Bassa Diri Sabirou. On dirait pas un gardien de but qui est titulaire en équipe nationale. Donc il faut quand même ce genre de paramètres maintenant pour évoluer dans un système donné. Il faut avoir les éléments qu'il faut et surtout faire une très bonne lecture de jeu, parce que vu les changements de Claude Leroy la dernière fois, moi je dirais pas qu'il est en train de faire une très bonne lecture de jeu, parce que l'élément togolais qui était le plus dangereux offensivement, c'était Gilles Sounou. Il a fait sortir pour finalement Péniel Mapa, qui n'a pas du tout été bon au cours de la partie. Donc ce côté aussi de Claude Leroy est en train de nous démontrer tout simplement qu'il perd de l'énergie, qu'il n'a plus cette lucidité là vraiment pour faire une bonne lecture de jeu et effectuer des changements qu'il faut pour pouvoir gagner. Maintenant on est à l'extérieur, il faut avouer que ça va être très très compliqué pour le Togo pour passer contre cette équipe de la Gambie, mais en bon togolais, on croise les doigts pour nos ambassadeurs. On verra bien ce mardi à partir de 16h30 là-bas à Banjul, la capitale gambienne. Et pour ce match, naturellement, il y a des prévisions au niveau des 2 sélectionneurs qui veulent prendre les 3 points. Et ils ont dit qu'ils veulent prendre au moins 4 points sur cette double confrontation. Il y a 1 point de déjà pris dans les 2 camps. On verra bien qui va prendre les 3 points qui viennent, ou bien ce sera encore un match nul, on ne sait pas. On va écouter Claude Marie François Leroy. Il va falloir aller mardi avec les mêmes intentions, penser à jouer,
essayer de ramener les 3 points. Je vous avais dit, point de presse, qu'il fallait 4 points sur les 2 matchs. Bien évidemment, on aurait préféré en avoir 3 aujourd'hui pour penser à un match nul à Banjul mardi et pourquoi pas une victoire. Maintenant, si la victoire n'est pas quasi impérative, on n'en est pas loin. Parce qu'avec 3 points après 4 matchs, là, il faudrait derrière un petit miracle. Donc, bien évidemment, on est dans une situation très difficile. Situation très difficile. Prosper Agboklou, bonjour, bonne arrivée. Merci Franck, merci à Oui, tous. il faut croiser les doigts pour les éperviers parce que tout autre résultat qu'une victoire ce mardi compliquerait la vie à la sélection togolaise en vue de la CAN à venir. Lui-même, il a reconnu. Oui, moi c'était pour la première fois qu'après un match que Claude Leroy s'exprime avec angoisse. Que je l'ai vu dépité, angoissé, je dirais même timoré face à la presse, et qu'il a perdu même son latin, et sa façon donc de répondre aux questions était devenu un enfant docile la dernière fois. Oui, qu'est-ce qu'il faut faire demain? Qu'est-ce qu'il doit faire? Maintenant, qu'est-ce qu'il doit faire? C'est lui qui a la solution, parce que nous lui avons proposé plusieurs fois la solution. Vous savez, lorsque vous vous entêtez à ramener un système qui ne marche pas à chaque fois, j'ai l'impression que vous avez complètement vos repères. On a parlé de Koudagba. Koudagba Kossi est en train de prouver qu'il est un buteur. Vous avez compris la dernière fois qu'il y a des centres qui arrivaient, que le Gambien et qui a le recours. On pouvait faire l'affaire. Moi je dis, on manque d'attaquants. Vous savez, dans un match De buteurs. Il y a les attaquants. Il y a les attaquants, Peut-être de buteurs, voilà. C'est-à-dire que il faut marquer un de plus. Non. Lorsque ce n'est pas compte. Mais ici, James Dakoda la dernière fois, la façon dont il s'imposait sur les attaquants adverses, personne cette carrure-là, aucun de ces joueurs défensifs n'avait pas cette carrure. Il a montré qu'il a donc d'être dans l'axe. Il a plusieurs situations. N'oublions pas. Maintenant, pour mettre des buteurs, celui-là qui, sur un coup, vous avez une photo là-bas, il s'est tous les marquages, il s'en va, il met derrière, il vient, c'est un attaquant, mais ce n'est pas devant le... C'est la solution. Pour moi, mettons ce garçon-là, je dis, quand Kevin est rentré, il a marqué. C'est ce que la team l'a dit sur le deuxième ballon. Mais qui encore? Gilles Sounou est sur le côté. Il centre. Il n'y a pas de problème. Le droit, c'est de ne pas nous écouter. C'est on continue sans tête, et maintenant on nous dit qu'on va aller faire l'exploit. Non, nous sommes en football, c'est possible. C'est possible, mais oui, avec 40 000 personnes cette fois-ci. Non, mais les éperviers sont habitués. Habitués, c'est vrai, d'accord. Oui. Bon, prions, gardons l'espoir que nous puissions gagner en Gambie, mais je suis dubitatif et je dirais même pessimiste. Par rapport à ça. Oui. Angelo Folikoé, demain, que faudrait-il apporter à cette sélection pour finalement s'imposer, pour qu'elle puisse gagner en terre étrangère? C'est vrai que ça va être très compliqué. Prosper parlait il y a quelques secondes de Kossi Koudagba, le meilleur buteur du championnat avec 4 réalisations. D'autres disent également, avec cette force et cette technique, cette puissance de Gilles Sounou, il faudra peut-être le faire jouer dans l'axe. Mais que faudra-t-il faire pour que l'équipe gagne demain? Je pense que la réalité, c'est que Claude Leroy seul la connaît. C'est vrai que quand une équipe nationale joue, on a plusieurs millions de coachs, d'entraîneurs directement. Donc, c'est compliqué. Mais moi, je crois qu'en football, tout est possible. Tout est possible. C'est vrai qu'aujourd'hui, le contenu que l'on présente n'est pas forcément un acquis en ce qui concerne la victoire à avoir en fin de match.
Mais c'est un groupe relativement jeune, il faut également le reconnaître, et pratiquement en transition. Maintenant, au-delà de ça, je ne comprends pas pourquoi, jusqu'à présent, Claude Leroy s'entête à ne pas prendre Koudagba aussi. Ça aussi, je m'interroge. Ne pas le faire jouer. Ne pas le faire jouer. C'est parce que un entraîneur, sa première qualité, c'est ça va prendre des risques. Prendre des risques sur certains joueurs où, si jamais ce joueur, ça ne marche pas pour lui, ok, il assume. Il assume, au moins, il aurait essayé. Mais je ne le comprends pas. Koudagba n'a plus rien à prouver à qui que ce soit. Sur les 3 dernières saisons, partout où il est passé, il est resté meilleur buteur de club. Ça ne s'invente pas, ça ne se crée pas, c'est inné, c'est de l'instinct en lui. Je pense que il faut qu'il arrive, Claude Marie-François Leroy, à donner cette chance-là à ce joueur. C'est très important. Au-delà de ça, c'est qui également, ça reste un avis personnel encourageant pour cette sélection, c'est que dans son discours d'après-match, il reste confiant pour la suite. Oui. Il reste confiant. Il a dit qu'il a eu à côté des sélections où c'était lors de la dernière journée qu'il a pu quand même se qualifier. C'est une très bonne chose, sauf que la Gambie ne va pas se laisser faire à domicile. La Gambie veut aussi quand même créer, je dirais, un bon parcours avec surtout Tom Sefit qui connaît particulièrement tous ces joueurs togolais. Maintenant, je crois à un exploit. Tout est possible. Mais tout ça reste quand même, je peux dire, assez hypothétique parce que je me rappelle que lors des éliminatoires de la CAN 2017, le Togo était dans la même poule que la Tunisie, que Djibouti, si je ne me trompe pas. Oui, et le Libéria. Et le Libéria. Le Togo a fini 2e avec 11 points. 2 points de moins que la Tunisie. À l'heure où nous parlons, nous avons 3 matchs. Nous avons disputé 3 matchs. Nous avons 2 points sur 9 possibles. C'est inquiétant. C'est très inquiétant. On va écouter Tom Saint-Fit, lui, qui également prévient. Il a envie de battre cette équipe qu'il a déjà dirigée. C'est toujours quelque chose de spécial de jouer contre ton ancienne équipe. Je connais beaucoup de joueurs, c'est quelque chose de spécial. Mais ça ne dit pas que je veux gagner ce match plus un autre qu'un autre match. Je veux gagner chaque match. Contre Bénin, contre Algérie. Mais naturellement, c'est un match spécial pour moi. Dans un match, il y a des émotions, il y a des réactions, il y a aussi des tactiques pour manipuler peut-être quelques décisions. Chaque joueur connaît Cheikh. C'est plus facile pour un entraîneur de motiver un joueur de jouer contre Cheikh comme contre Fodo Laba. Fodo a fait son début avec moi contre Tunisie. Fodo est un joueur fantastique, mais mes joueurs ne connaissent pas Fodo Laba. Tout le respect pour Fodo. Pour moi, j'aime que Cheikh joue parce que c'est plus facile. Mes joueurs sont plus motivés de défoncer un joueur comme Cheikh, comme un autre. À l'instant, Tom Saint-Fit, le sélectionneur de la Gambie, Latifi Rouma, quand un entraîneur parle comme ça veut dire qu'il est en confiance, ça veut dire qu'il prépare encore quelque chose pour la première partie de cette double confrontation. Il a quand même gagné son pari de venir faire échec au Togo. Il n'a pas gagné, c'est vrai, mais il a arraché le match nul. Oui, je crois qu'aujourd'hui, il est en confiance. Il est en confiance pour avoir quand même tenu en respect l'équipe de l'Algérie. Un but partout, ils ont marqué contre l'Algérie, ils ont marqué contre le Togo et ils étaient à l'extérieur. Je crois bien qu'il est en confiance. Il semble qu'à la maison, il ne joue pas avec un bus devant les poteaux. Ils jouent dans un schéma en 3-5-2 à la maison. Oui. Et ils vont essayer d'ouvrir un tout petit peu le jeu. Et le Togo compte aussi quand même surfer sur peut-être ce match qui sera ouvert pour aussi essayer de faire quelque chose. Mais là, il y aura le facteur 12e homme qui est là. Lorsqu'on dit qu'ils joueront devant un 40 000 personnes. De 40 000 personnes, allez-y comprendre. C'est une communication, je ne pense pas que ce stade, puisqu'on te dit 40 000. Oui, on parle de la Gambie, d'accord, ils n'ont pas d'histoire en football, mais n'oubliez pas que le Togo est un petit pays d'Afrique. Parce que le Togo n'a que 56 600 km², le Togo n'a que 7 millions d'habitants à ce jour, mais on parle de la Gambie. Footballistiquement, ils ne sont pas là. Mais la définition dit autre chose. Et donc, ils peuvent avoir un stade même de 60 000 places, hein, Franck. Et donc, il dit qu'ils ont un stade de 40 000 places. Si le stade fait le plein, c'est qu'on jouera devant 40 000 places. C'est pas ce que j'ai vu dans le match contre l'Algérie. En tout cas. Et donc...
que le fait de rester parfois contre l'arbitre et autres, c'est des tentatives de stratégie, peut-être de manipuler et autres. Et donc aujourd'hui, parce que c'est deux entraîneurs qui se rendent coup pour coup. N'oubliez pas qu'ils ne se sont pas serrés la main, oui, bien sûr, ni avant, ni pendant, ni après le match. Et ça, ce n'est pas fair play de la part, par exemple, de ces deux garçons-là, ou bien de ces deux hommes. Et donc, ça va se poursuivre jusqu'à la fin. Ils se sont évités. Ils se sont évités. Tom Saintfiet va vouloir jouer, en tout cas, les matchs de sa vie sur cette rencontre. Parce que, quoi qu'on dise, il n'a pas digéré ce qui s'est passé. Angelo disait que le Togo s'est qualifié avec 11 points. N'oubliez pas que Tom Saintfiet a eu 6 points sur les 11. Et sur les 6 points qu'il a eu, il a joué 2 matchs à l'extérieur. Un seul match à domicile. Alors, Claude a joué 2 matchs à domicile, un seul à l'extérieur. Il a eu 5 points. Et donc, ça voudrait dire que le socle de cette qualification pour Gabon 2017 était quand même... et donc, il n'a pas digéré cela. Aujourd'hui, nous sommes en football. Le Zimbabwe est allé gagner en RD Congo, n'oubliez pas. Le Burundi est allé tenir en échec le Mali à Bamako, n'oubliez pas. Pour dire que le Togo aussi peut aller faire un résultat. Mais aujourd'hui, ça reste des hypothèses. Et si on doit émettre des hypothèses face à une équipe gambienne qui n'a jamais cogné aux portes de la Coupe d'Afrique des Nations, ça devient compliqué. Si on doit émettre des hypothèses avec un entraîneur, comment on dit, bling bling, Claude Leroy, c'est compliqué. Et donc moi je dis, on a jeté comme un bébé qu'on jette dans un truc, on a jeté Tom Saintfiet et aujourd'hui c'est Tom et la Gambie qui sont en instance de nous éliminer. Parce que si on ne gagne pas ce match, on est éliminé. N'oubliez pas que ce ne sont pas tous les deuxièmes qui sont qualifiés directement, c'est les 11 meilleurs qui seront qualifiés. Ça voudrait dire que nous, le Togo, on pourra finir deuxième peut-être avec 7 ou 8 points. Alors que les autres deuxièmes finiront avec 10, 11 ou 12 points. C'est-à-dire qu'il y a tout qui est contre nous. Ça dépend qu'on reste à la maison. Alors que tout est contre le petit pays Madagascar. On ne fait que raconter des histoires. Oui, sur lorsqu'on a le micro. Qu'est-ce qu'il peut faire demain? Tactiquement, qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut que notre entraîneur d'abord sache ce qu'il veut. Parce que là... Non, mais tout le monde sait que c'est la victoire. Mais oui, on a un entraîneur qui n'écoute que lui-même. Même ses adjoints, il ne les écoute pas. C'est ça le problème, en fait. Quelqu'un a parlé de Gilles qui aurait pu jouer dans l'axe. Oui, Gilles va jouer dans l'axe. Mais je dis, on aura quand même des gens qui joueront. Moi, je dis, si on a pu faire jouer James Olufade qui a quitté le championnat togolais, si on a pu faire jouer là-bas Fodo qui a quitté le championnat togolais, Achou Franco, les Djen Dakonam, les Bassageri, je ne sais pas pourquoi on refuse de mettre Koudaba dans le match. Écoutez, et puis on a des entraîneurs qui sont prêts même à maudire des joueurs avant de les lancer. C'est-à-dire, ok, comme des gens disent, Koudaba, viens, on va... Ce n'est pas possible. Comme Prosper, vous comptez sur Koudagba Kossi, peut-être le sauveur, qui sait, ce mardi, là-bas, à Banjul, qui sait. On va attendre que Claude Leroy lui fasse confiance, ça c'est clair. Donc demain, il ne faudra pas se louper, hein, Kelly Akweso. Oui, déjà dans la composition de l'équipe, je crois que Claude Leroy doit être animé par une très très grande inspiration pour ne pas déjà fausser le 11 de départ et surtout le système tactique à mettre en place pour prendre à défaut cette équipe de la Gambie. Parce que là, c'est vrai, ils ont déjà le 12e homme, c'est un avantage sur nous. Ils ont un entraîneur qui connaît très bien notre effectif, donc c'est également un avantage contre le Togo. Donc voilà. Il faudrait maintenant que Claude Leroy soit bien inspiré demain pour sortir ce 11-là, qui puisse faire la différence. On a déjà tenté beaucoup de choses jusque-là. Après 3 matchs, on n'a pas encore gagné dans ces éliminatoires. Maintenant, il est temps qu'on donne la chance à certains aussi. Nous avons vu Kevin Denke la dernière fois. Il a eu droit à quelques minutes. Il a planté un but. Et pas n'importe quel but, même un but de rage qui est venu de nulle part. Et il est sorti de l'Éthiopie. Il a remis sa frappe. Ça a fini sa course au fond des filets. Des trucs de ce genre, je crois que Koudagba aussi peut le faire. Maintenant, avec la taille, la puissance et toute la volonté, la détermination de Gilles Sounou, je crois quand même que lui aussi peut être une solution devant au lieu d'être sur le côté et faire la différence et envoyer des centres qui ne seront pas exploités par les attaquants. S'il est plus positionné dans l'axe ou en position de numéro 10 derrière l'attaquant de pointe, je pense qu'il sera plus utile à cette équipe du Togo. Mais au niveau de la défense également, il faut penser à faire monter un peu d'un cran un certain Simon Beigno qui évolue dans cette configuration-là, dans son club Béziers, en position de milieu récupérateur, donc en vérité
véritable essuie-glace devant la défense et donner encore confiance à quelqu'un comme Urosama Hakim qui a une certaine complémentarité avec Jane Dakonam dans l'axe de la défense. Et puis bon, le système dans lequel Claude va évoluer, c'est à lui de le sortir, que ce soit en 4-4-2, que ce soit en 4-3-3 ou en 4-2-3-1, voilà, ça dépend. Donc, c'est l'animation qui compte. Voilà, c'est l'animation. Et puis la position des joueurs sur le terrain, c'est très important pour qu'on puisse tirer le meilleur de chacun de ces joueurs-là et surtout être efficace devant les buts et marquer un but plus que cette équipe de la Gambie est revenue avec les 3 points. Quoi qu'on dise, on aura les oreilles tournées vers Cotonou également, parce que là les calculs ont commencé, hein. Une défaite du et c'est ce qui n'est pas bien. Oui. Normalement. Voilà. Oui. Même si on gagne. Mais n'oublions pas, l'information qui vient de tomber, et nous allons le mettre au conditionnel, il semblerait que le Bénin va jouer, c'est-à-dire à guichet. C'est gratuit. L'entrée est gratuite. Serait gratuite. Oui. Et là aussi, ça c'est un autre aspect. Mais de toute façon. Mais là, il faut préciser. Oui. Les tickets seront émis quand même. Oui, de toutes les façons. Les gens prendront. Puisque nous pensons que tout ça va être quand même canalisé pour éviter les débordements comme le sait. Mais vous le dites si bien, parce que moi, c'est une situation que je n'aime pas. C'est-à-dire que à chaque match ou avant un match capital ou capitaliste, on prend les calculettes. On prend et si. Les hypothèses. Les hypothèses. et pourtant, là, on devient des professeurs de mathématiques. C'est compliqué. Les calculs d'apothicaire. Ça devient compliqué parce que non seulement le sélectionneur a la pression, mais les joueurs également ont la pression. Le mal que nous avons durant tous ces éliminatoires, c'est qu'on encaisse tôt. C'est ça qui est le problème. C'est-à-dire que lorsqu'on encaisse, on est obligé de réagir et dans la réaction, on se laisse découvrir. Et la dernière fois, face à la Gambie, je pense qu'à un moment donné, il a fallu l'autorité de Jane Dakonam pour quand même éviter le naufrage. Que nous soyons. Le maillon faible, c'est encore Bassa. Oui, ça, quoi qu'on le dise, oui. Il reste un maillon faible. Mais on va prier pour lui. Vivement. Qu'il se réveille bien ce mardi. Et qu'il puisse rassurer parce qu'un gardien qui est en pleine forme, ça ne fait que rassurer tout un staff, toute une équipe et surtout tout un public. Vivement que demain, il se réveille très très bien et comme le dit quelqu'un qui laisse son cœur dans la bouche. Vous souhaitez-vous que le Bénin soit battu à Cotonou? Ça devait être la logique. Les écureuils vont rester à 4 points dans ce cas-là. Oui. Et peut-être une victoire là-bas ou bien un match nul 3 points. On peut continuer par rêver. Peut-être gagner les 2 derniers matchs. Les réalités du terrain sont tout autres. Nous pouvons quand même pas comment on appelle les mesurer, à savoir ce que les Béninois attendent de faire, qu'est-ce que les Algériens sont venus chercher, est-ce qu'ils sont venus pour chercher le nul ou la victoire, c'est tout reste les arrangeurs. Voilà. Hein. Oui. Donc je crois que c'est à nous de jouer vraiment pleinement notre rôle, parce qu'en allant en Gambie, il faut qu'on oublie carrément. Vous avez parlé tout de suite donc du maillon faible. Je ne voudrais pas trop épiloguer là-dessus. C'est vrai. C'est à la veille de match oui. aussi. Oui. Mais il faudrait que Claude arrive à instaurer la concurrence au sein de tous les postes. Vous savez, qu'un joueur se sent menacé par un autre, il se donne. Il se donne. C'est ça le problème aussi chez nous. Maintenant, il y a le gardien, il y a la défense. Il faudrait que cette défense-là se complète, évidemment, comme Kelly l'a dit tout à l'heure. Je ne sais pas, Hakim, qui a une complémentarité exacte avec Jane Dakonam, on le laisse sur le banc. Moi, si je n'ai pas compris. Oui, peut-être qu'il ne joue pas. Non. Et oubliez qui joue. Mais Franck, vous ne savez pas si vous avez fait la remarque, ça reste une remarque personnelle. Claude-Marie François Leroy mise beaucoup plus sur les binationaux. Oui. Et ça aussi, c'est un problème. Ouais. C'est un véritable problème. On dirait qu'il ne fait pas confiance aux joueurs issus de ce championnat. Ou bien les retombées du transfert d'Hakim n'ont pas été ce qu'elles devraient être. Oloufale, c'est un joueur de valeur, mais vous savez, il y a aussi la psychologie du match qui compte. Lorsqu'on arrive à un certain moment, il y a des joueurs qu'on place sur le terrain qui est vraiment. Jane et Hakim se complètent plus dans l'action. Et puis n'oubliez pas que Hakim a cette capacité ou bien cette qualité aussi d'aller parfois sur les coups de pied arrêtés.
va placer de la tête ou même des fois sur des coups francs. Oui. Hakim, on l'a vu plusieurs fois, il a marqué sur des coups francs, ce qu'on n'a pas en équipe nationale. Vous avez vu, là, si on avait quand même un spécialiste de la... On ne comprend plus véritablement les choix de Donc, il va falloir vraiment qu'on y revienne. On revienne aux fondamentaux. Savoir quel joueur. Je ne sais même pas si Claude arrive à sensibiliser ces joueurs vraiment dans le discours. Moi, je ne sais pas, je ne comprends pas. Parce que un joueur comme M. regardez les 2 erreurs que James a commis la dernière fois. Et puis après, on l'a changé. Ça a donné quoi? C'est une perte totale. Parce qu'on aurait pu mettre un joueur constant plutôt à ce poste-là, on aurait gagné peut-être en confiance. Donc je crois que c'est ça qui manque dans l'équipe. Il va falloir qu'on fasse ce travail-là véritablement et que Claude comprenne que la situation n'est pas entre ses mains. Il s'agit qu'il n'a plus la garde de cette situation-là. Il faut que c'est lui qui est le... Aujourd'hui, on ne peut plus avoir, à l'ère où nous sommes, on ne peut plus avoir un entraîneur et on le dit allègrement qu'il n'écoute pas la radio. On ne peut pas sur Terre. Ces espèces n'existent pas. Vous faites aussi les calculs. Oui, mais les calculs sont là, Franck. Ce qui nous arrangerait, ce qui nous arrangerait, c'est qu'on ait un seul adversaire comme concurrent. C'est-à-dire qu'il faut déjà laisser l'Algérie prendre le large et maintenant avoir qu'un seul adversaire. Ça pourrait être le Bénin ou la Gambie. Mais là, si le Bénin se permet aussi de gagner et se mettre à niveau de l'Algérie, on est obligé d'avoir 2 adversaires devant, ça deviendra compliqué. C'est difficile à gérer. Voilà, on va souhaiter bon courage et bonne chance aux éperviers qui sont à des milliers de kilomètres de nous. Ce mardi à Banjul, à partir de 16h30, temps universel, ils vont se produire là-bas pour une victoire, pour le Togo, pour que le Togo reste en vie dans ce groupe D. Autrement, ça va être très compliqué. Supposons une défaite ce mardi, ça va faire vraiment 4 points. 5 points pour la Gambie. Si le Bénin faisait peut-être un match nul, ça va faire 5 aussi. Et ça va faire 8 pour l'Algérie. Le Togo est nettement devancé. Donc, c'est des calculs très compliqués. Et en ce moment, ça restera 2 journées. 2 journées, 6 points. Et on jouera contre les gros. L'Algérie et puis le Bénin. Pratiquement sur le biais de la qualification. En tout cas, l'Algérie le 18 novembre prochain à Lomé et puis le Bénin en mars 2019. S'il faut aller chercher la qualif là-bas, je n'aimerais pas être là. Oui, et bonne chance donc aux éperviers ce mardi en terre gambienne, ce match contre les Scorpions de la Gambie. Bon courage et bonne chance surtout aux éperviers. Et nous parlons de ce congrès électif au niveau d'Agaza Football Club et c'est Ouattara Amadou Moukaïlou qui devient le nouveau président des Verts de Tokoin. Nous allons écouter le nouveau président au sortir de ce congrès. Je viens d'être élu président d'Agaza Omnisport section football. Je suis heureux. Agaza a tout souffert. Agaza a fait des années. C'est seulement comité. C'est ça qui a fait qu'aujourd'hui Agaza est tombé en D2. Là, il faut un bureau en bonne forme pour relever ce club. Agaza, c'est pas un petit club. Ça, il le faut. Et c'est ça qu'on vient de faire ce matin. Agaza, c'est un grand club et donc il faut un grand président. Vous avez les couilles. Je suis président, ça fait longtemps. J'ai géré des clubs. Je suis membre du comité d'Agaza Omnisport pendant longtemps. Et en plus, j'ai géré un club que j'ai fait monter en dehors. Donc, je sais ce tout matin. Et qu'est-ce qui vous attend justement? C'est de faire remonter Agaza en D1. Ça, si plaît à Dieu, Inch'Allah, Agaza va remonter en D1. Ça, on a pris toutes les dispositions. Agaza, vraiment, si je vois Agaza en D2, aujourd'hui, ça me fait mal. Si j'ai décidé de prendre Agaza aujourd'hui, c'est pour mettre des dispositions vraiment disciplinaires, surtout pour faire remonter ce club. Amadou Ouattara Moukaïlou, nouveau président d'Agaza Football Club, et à ce congrès également, un des premiers soutiens d'Agaza Football Club fait président d'honneur, le général Zoumaro Nyofam. Je crois que Agaza avait besoin de renouvellement, non seulement de renouvellement de son bureau,
Agaza avait besoin de mettre de nouvelles personnes dans le club pour rénover et créer une certaine ambiance qui a toujours existé et qui a commencé à disparaître et qui a amené aujourd'hui Agaza à se retrouver en deuxième division, alors que Agaza est un très grand club que nous avons connu, que nous connaissons, et que par l'incompréhension des hommes que nous sommes, ça nous a conduit à ce déclin. Je pense qu'il était devenu indispensable de mettre un nouveau bureau en place, parce que le bureau qu'il gérait était un bureau provisoire. Alors avec ce nouveau bureau, avec de nouvelles personnes, plus quelques anciennes personnes du club, on doit pouvoir retrouver notre aura d'antan. Qu'est-ce que vous attendez justement de ce nouveau bureau? Nous attendons qu'ils mettent le meilleur d'eux-mêmes dans le club et que la compréhension, la tolérance soit la règle qui pourra les conduire. Le général Zoumaro Niofam, président d'honneur des Verts de Tokoin. Alors Latif Irouma, vous y étiez. Pendant très longtemps, on a attendu ce congrès électif. Et là, c'est Amadou Ouattara Moukaïlou, ancien joueur d'Agaza Football Club, qui prend les rênes, on va dire, de cette équipe, de ce grand club du Togo. On se demande s'il a les épaules solides pour faire face à on va dire, à cette charge. Il a les couilles. Il allait parler de couilles. Il a dit oui, et qu'il sait ce qu'il doit faire, il sait ce qu'il attend. D'abord, ramener Agaza en première division. Le général Zoumaro Niofam, lui, il a parlé d'incompréhension, des problèmes de personnes qui ont finalement enfoncé Agaza. Hier, là-bas, est-ce que vous avez ressenti dans les yeux, dans le regard de tout ce qui était présent, on va dire un renouveau, un nouveau départ pour relancer définitivement le club de Gbossimé? Oui, je crois que la relégation d'Agaza a fait prendre conscience à beaucoup de personnes au niveau de Gbossimé, parce que le général l'a dit, c'est par rapport au problème de personnes aujourd'hui qu'Agaza est descendu. Agaza a fait pratiquement 2 saisons, il faut quand même avoir le courage de le dire, avec un comité de gestion, il n'y a jamais eu de bureau, et donc il fallait que des gens mettent Agaza au-dessus de tout. Et voilà pourquoi on a vu des anciens joueurs, les Kodjovi Maouina, les José Massaoudou, ils étaient tous là hier. Il y avait également des supporters qui, entre-temps, n'étaient plus avec le club. Il y avait même des anciens d'Agaza qui, soit par frustration ou soit par des écarts de langage, sont partis. Je vais parler par exemple de Monsieur Talon, Kwasi Ferdinand, qui n'était plus pratiquement toute la saison avec les Scorpions Noirs de Tokoin, qui est revenu. C'est déjà un bon signe. Tout le monde autour des Scorpions Noirs de Tokoin. Et le bureau aujourd'hui, Amadou Ouattara. Pierre Noublegaï était aussi. Non, il n'était pas arrivé, mais quand même on a vu un certain Djani, Monsieur Djani, beaucoup plus proche de Pierre à côté Noublega. Et l'ancien président Sogba. Qui est dans le bureau. Monsieur Djani est dans le bureau. Monsieur Sylvestre Sogba était bien arrivé pour ce congrès. Et donc, pour dire que des gens ont compris qu'il faut quand même mettre Agaza au-dessus de tout. Il y a un bureau, Amadou Ouattara, est-ce qu'il a les couilles? Je pense oui, parce que pratiquement 2 ans, il fait partie des financiers de ce club-là. Et sur ce dernier virage, je crois bien que, pour ne pas exagérer, c'est quand même le principal financier de cette formation à Gaza. Et ce n'est que justice. Si aujourd'hui, quand même à Gaza, parce que Papa Ouattara avait déjà été beaucoup pour Agaza, avant même Ouattara, le fils, aujourd'hui le El Hadj, et Amadou Ouattara sera accompagné, par exemple, à Sogbavi Espoir est son vice-président. Et oui, il est dans le bureau, il est son vice-président. Il y a le major Gaëtan Badia qui est toujours là. Il y a un nouveau venu qui est l'ami de nous tous ici, le président de Jupiter Sport d'Aguenivé, Aziamale Sodine, qui est également dans le bureau. Et puis d'autres également, notre consoeur l'ami Thiedri, qui était jusque-là chargé de communication, est maintenant dans le bureau. On comprend que il y a quand même toutes les composantes dans ce bureau. Pour avoir un bureau solide, ce n'est pas seulement ceux qui ont de l'argent, c'est ceux qui quand même ont certaines qualités. Et aujourd'hui, à Gaza, quand même, est en train de recoller les morceaux. Maintenant, il faut juste que ce bureau quand même fasse véritablement une équipe, parce qu'il y avait un corps électoral de 20.
Et il y a 19 qui ont dit oui à ce nouveau bureau. Plébiscite. Et après, il y a eu quand même deux nominations. Il y a eu par exemple Bertrand Badiaba ici, qui va tenir les caisses au niveau finance d'Agaza. Il y a quand même Talon Kwasi Ferdinand qui est revenu à son poste de prédilection. Il sera le secrétaire administratif de ce club. Il a même quand même grandi en grade parce qu'il n'était que secrétaire général. Maintenant, il est le secrétaire administratif. Ça veut dire que lorsqu'on parle de secrétaire administratif, c'est normalement le vrai patron de l'administration au niveau donc d'Agaza. Et donc voilà, tous ces messieurs ont dit oui, sont revenus. Et je crois bien que Agaza veut aussi revenir en première division, tout comme Kotoko de Lavier, tout comme Étoile Filante, tout comme Ifoye, tout comme Arabia de Tablibo. Et donc, on verra véritablement où le ticket ira à Tablibo, ira dans le goût, ou peut-être restera à Gonsimi. Oui. L'oiseau rare, finalement, hein, on parle oui, parce que depuis longtemps on dit oui, on n'a pas encore trouvé quelqu'un pour prendre Agaza en mai. Finalement, l'oiseau rare, c'est quelqu'un de la maison déjà, Amadou Ouattara. Oui, quelqu'un qui connaît pratiquement le club, on pourrait dire que c'est sa maison. C'est ce qui est assez intéressant. Je relève quand même que dans ce bureau-là, il y a de la compétence. Au Togo, le gros problème souvent pour nos clubs, c'est qu'on recherche celui qui a les finances. Et c'est ce qui est normal, sauf que autour de cette personnalité, il faut des gens d'abord disponibles, capables d'accompagner la vision du président ou bien du groupe, et surtout d'être unis. L'autre problème également dans nos clubs, c'est qu'on vit une telle désunion qui ne dit pas son nom. Vous êtes dans un même club, mais vous allez raconter d'autres choses, vous vilipendez le club. Des fois même, vous trahissez tous ceux avec qui vous êtes tous les jours, vous transmettez les idées que vous avez à d'autres personnes. J'espère que le président Ouattara aura non seulement la bénédiction de tous ceux qui sont autour de lui, mais également la bénédiction divine, parce que c'est compliqué souvent d'être président du club. Et l'objectif premier pour lui, c'est de ramener Agaza dans ce giron-là, quelle élite du foot togolais, la première division. Et pour chuter, il faut qu'Agaza ait un club de supporters bien organisé. Moi, je suis souvent énervé, frustré quand à chaque match, vous voyez des individus sortir de nulle part, se réclamer d'Agaza. Or, si vous lui demandez, par exemple, sa carte de membre d'Agaza, il n'en a pas. Moi, je dis à un moment donné, il va falloir arriver à structurer cela. Et ce serait quand même un atout importantissime pour le club de Boissimi. Vous voulez placer un mot rapidement? Oui, non, moi, je pense que ce n'est que... je dirais justice par rapport à la nomination, enfin l'élection de M. Ouattara. Moi, depuis que j'ai appris que Sarah a changé donc de président, j'ai su immédiatement que il voulait servir à Gaza. Voilà, et il a été toujours, donc je crois que ce n'est que du bonus et plein succès à lui. Et je sais que dans sa posture, il est capable parce qu'il a déjà fait, il est capable, il a relevé Sarah. Il a relevé, donc je crois il a aussi la carrure pour pouvoir le faire. Et pour renchérir et terminer avec ce que les autres ont dit, il va falloir qu'il y ait vraiment des gens de confiance. Et je pense que ceux-là qui sont là, il y a des gens qui peuvent vraiment l'aider à faire ce travail-là. Donc, bonne chance et plein succès à M. Ouattara. Il y a également Boris Shop, le directeur général de Boris Shop, également qui est dans le bureau. Et puis, pour dire que peut-être Ouattara, dans la posture de Kofi Komlan, c'est-à-dire que celui-là qui a quand même la spécialité de ramener les clubs de la deuxième en première division. Donc, El Hadj Amadou Ouattara, il a ramené Sarah en première division. Pourquoi pas à Gaza. Voilà. Merci Latif Yorouma, merci Angelo Folikoué, Prosper Agboklou, merci l'homme à Dovron qui se charge de la vidéo de cette émission que vous pourrez retrouver, on le précise, sur le www.radiosportfmtg.com. Merci à Théo Ajavon. On va terminer sur un soutien des éperviers et à très bientôt.